Auditeurs et auditrices de Radio Djena, ravis de vous retrouver dans cette émission Et nous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'impact du numérique sur l'enfance. Entre promesses éducatives et risques bien réels, la technologie doit-elle être considérée comme une menace ou bien au contraire comme une opportunité d'éducation? Le sujet est abordé avec le coach éducatif Kwame Bonan, qui n'est plus étranger à ce plateau. À l'animation, Méchac Nyaro. Monsieur Bonan, bienvenue. Merci. Alors, comment ça va? Ça va, un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Merci pour l'invitation. J'espère que les auditeurs et les auditrices, les vacanciers et les vacancières, les jeunes de tous bords sont à l'écoute, et aussi les parents surtout, pour encore partager de bons moments avec nous, des moments de, on va dire, de partage de connaissances. Voilà. Oui, toujours un plaisir de vous écouter et de vous recevoir. Alors, on parle aujourd'hui de technologie et nous sommes rentrés à l'ère du digital depuis un bon moment. Le digital a fait ses preuves entre avantages, atouts, dérives, ce dont nous aurons à parler durant 40 minutes. Mais avant de commencer, ma toute première question est de savoir, selon votre expérience et ce que vous voyez, à quel âge les enfants commencent par toucher, manier les outils numériques? Attends, rectifions la question. Oui. Est-ce que c'est l'âge, c'est le constat par rapport à l'âge ou bien c'est l'âge idéal? Non, le constat d'abord. Le constat? Oui. Ah oui, le constat, il est catastrophique. L'âge descend de plus en plus. Jusqu'à récemment, on se disait que on avait écho et même des preuves que certains enfants étaient en contact direct et permanent avec les écrans déjà au plus à 8 ans, mais ça descend. On est à 4 ans. On est à 4 ans. Il y a des enfants de 4 ans qui sont propriétaires, qui ont en leur possession un outil numérique connecté à 4 ans. On va savoir. 4 ans, il y en a même jusqu'à partir de 3 ans, 2 ans. Ah, ben là, vous m'informez. Mais ce que je sais jusqu'alors, c'est 4 ans. Et il y a des enfants qui sont en possession de tablettes, de téléphones. On dit non, c'est pour lui, on lui a acheté pour qu'il s'amuse. Je dis quoi? Franchement, quoi. C'est fou, en fait. C'est fou. Je ne sais pas où on va, mais bon. Est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est un gain pour l'enfant? Non. Absolument pas, parce qu'à cet âge, l'enfant n'a pas fini de se découvrir, n'a pas fini d'explorer son environnement, n'a pas fini de se développer par rapport aux autres. Vous savez, le développement individuel, c'est par rapport aux autres. Donc l'enfant se développe, se découvre par rapport aux autres. Maintenant, on lui met un écran devant les yeux, c'est que son développement est interrompu, avorté, et il ne se développe plus, mais il se laisse noyer par l'écran, par ce qui est dans son truc tactile là. Et ça, c'est dangereux. En dehors du fait de permettre aux enfants d'avoir accès aux jeux sur le digital, le tactile, quelles sont les autres raisons pour lesquelles les parents n'hésitent pas à dépenser de l'argent pour leur offrir ces jouets? Il y a 3 raisons qui reviennent de plus en plus, en tout cas de ce que nous avons entendu lors des réunions de parents d'élèves, dans les discussions avec les parents. Il y a 3 raisons qui reviennent de plus en plus. La première raison que les mamans envoient souvent, c'est que ça va le tenir calme, ça va le maintenir sur place là pendant que moi je suis occupé. Voilà. Donc, maman est seule à la maison avec les enfants. Il y a le plus âgé qui peut, en tout cas, aider un peu à gauche, à droite. Et on ne va pas surveiller, on ne va pas bloquer quelqu'un pour surveiller le plus petit. Donc, on lui met un écran dans la main. À défaut de la télé, si on est peut-être dehors, on lui met un écran dans la main. Ça le tient, voilà, tranquille, calmé là. Que ce soit dans la voiture, que ce soit dans la boutique, que ce soit dans le bureau, que ce soit à la plage, où qu'on soit, on lui met un écran dans la main. Et puis voilà, c'est tout. Lui, il se tient tranquille. Ce qui n'est pas tout à fait une bonne chose. Deuxième raison qu'ils envoient, deuxième raison qu'on remarque, c'est la comparaison. Nous avons les moyens, voilà, on peut, donc on le fait. Chez d'autres, voilà, c'est l'enfant jusqu'à 18 ans
qui peut, s'il est gentil, s'il est docile et s'il travaille bien, on pourra lui offrir son premier téléphone portable. Non, mais c'est quoi ça? Nous, on a dépassé ça. Mon petit a 5 ans, moi, je lui ai offert un téléphone portable, et pas n'importe lequel, un iPhone, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Cette manière de se croire au-dessus en faisant ce genre d'erreur-là, voilà, ça aussi, c'est une des raisons. Et il y a aussi la raison la croyance qui veut que lorsque les plus petits sont en contact avec les dessins animés sur les écrans, ils parlent mieux et plus vite français, ils développent un vocabulaire. Ça les stimule. Voilà, etc. Bon, nous sommes au Togo, hein. On n'est pas né français. On est au Togo, on est né Mina ou Kabie ou Kotokoli. Commençons par apprendre notre propre langue d'abord. S'il y a des écrans qui peuvent apprendre à l'enfant à parler Mina, Kabie, ok, allons-y. Mais à faire de français, plus français que les Français, là, franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. De ce que j'ai eu à rencontrer jusqu'alors, c'est les 3 raisons qui tiennent le pavé. C'est les 3 raisons, le top 3 là, qui viennent souvent. Il y a d'autres raisons qui viennent aussi, mais c'est assez rare. Voilà, mais par rapport à la dernière raison que vous avez évoquée, est-ce que vous ne trouvez pas quelque part qu'il y a une part de vérité, puisque nous sommes en train de plonger de plus en plus dans un monde digital et que peut-être les parents sont en train de préparer les enfants à mieux s'intégrer dans ce nouveau monde? Nous sommes en train de... Nous plongeons dans un monde digital dans lequel il y a quelque chose qui est de plus en plus présent aujourd'hui. L'africanité. L'Africain revendique son identité, sa personne. Le nègre ne veut plus être un nègre de salon. Le nègre se doit d'être un bon nègre. Et quand c'est comme ça, le nègre ne se définit pas en français. Lorsque les Français parlent entre eux, ils ne parlent que français. De même que pour les Anglais, de même pour les Chinois, de même pour tout ce que... L'Africain est le seul qui, pour parler entre Africains, va utiliser la langue de quelqu'un d'autre. Il ne parle pas africain, il ne parle pas la langue de chez lui. Et maintenant, pour faire, comme dirait ma fille, pour faire genre, maintenant on va prendre des outils qui vont acculturer, qui vont tuer la nature africaine dans nos enfants africains et en faire des petits blancs qui vont grandir en devenant des faux blancs. Maintenant, ils ne sont pas blancs chez les blancs et ils ne sont pas africains chez eux. Ils sont qui? C'est un faux problème, c'est un leurre, c'est un trompe-l'œil. Et c'est un mur dans lequel tout le monde plonge pensant qu'on est quelque chose, pensant qu'on a quelque chose, pensant qu'on est en train de devenir quelque chose. Franchement, moi, mon avis sur la question, il est très, très simple, très clair. Les enfants, quel que soit l'âge, devraient d'abord commencer par maîtriser la langue locale de chez eux. Même l'école, aujourd'hui, même l'école primaire devrait se faire dans notre langue locale. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on a comprises et qui ne sont plus tolérables pour le développement de l'individu lui-même. L'individu africain, s'entend. Voilà. Oui, mais il n'y a pas que les langues aussi. Toujours dans la suite de ma question, on se rend compte que dans beaucoup d'écoles, notamment les écoles privées, on propose des cours d'informatique et il y en a des parents qui disent on commence par l'initier à la maison avec les écrans pour qu'ils commencent par s'habituer un peu au clavier. Qu'est-ce que vous en pensez? Je disais tantôt que le développement de l'individu commence par son identité. Quand l'individu se connaît, le reste, ça vient tout seul. Mais Dubaï ne s'est pas fait en un jour. Mais à Dubaï aujourd'hui, vous avez des Dubaïotes ou bien Dubaïtes, je ne sais pas trop, en tout cas des habitants de Dubaï, qui n'ont jamais quitté Dubaï, mais qui sont plus dangereux que tous les programmeurs, je ne sais pas moi, machin truc informatique, tout ce que vous voulez, de n'importe quelle nationalité. Et ils ne parlent que leur langue. Et ils sont chez eux. À quel âge ont-ils touché les outils numériques? Allez savoir. Mais ils ont attendu d'avoir l'âge qu'il faut. C'est-à-dire, ils suivent un parcours, ils suivent un processus où chaque chose arrive au bon moment. On ne met pas la charrue devant les bœufs. L'enfant n'a même pas encore... Enfin, l'enfant ne sait même pas... L'enfant ne connaît même pas chez lui. Il ne sait pas comment on appelle le bœuf dans sa langue locale. Il ne sait pas comment on dit « je vais chier » dans sa langue locale. Mais il connaît déjà les langages informatiques de Arduino, de Scratch, de machin truc. Oui, d'accord, c'est beau, c'est bien. Mais l'Africain qu'il est là, il est où? Il est perdu. Il est perdu. Les programmeurs chinois, arabes vont passer, faire le leur, et lui, il va faire pour lui en anglais. Attends.
C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce à dire qu'il faudrait remettre en question notre stratégie de développement? Il faut mettre en cause, il faut remettre tout en cause et tout reprendre à zéro. Tout reprendre à zéro, c'est bien beau de le dire, mais il y a des étapes. Quand on saucissonne tout ça, à chaque étape, on corrige et on remet, et on évalue et on recommence, ainsi de suite. Il faut bien commencer quelque part. Aller en Afrique australe, ce sont des gens qui ont compris ça. Et ils ont des outils informatiques dans leur langue locale. Au Kenya, ils ont ça dans leur langue locale. Et ils développent ça. Et donc, si on met un ordinateur dans les mains... En fait, vous savez, le développement du cerveau humain prend du temps. Et donc, c'est à partir d'un certain âge que certaines choses sont possibles. L'écran, rien que l'exposition à l'écran, nous-mêmes, pour les adultes, là, c'est nocif. Maintenant, pour les enfants, imaginez, l'enfant dont le cerveau n'est pas encore complètement, totalement formé, n'est pas encore arrivé à terme. Maintenant, vous le mettez en face de l'écran, l'écran qui lui-même bousille le cerveau des adultes. Maintenant, vous mettez l'enfant devant l'écran, 24 heures sur 24. Dis donc. Justement, est-ce que ce n'est pas une continuité de ce qui se passait avant? Parce que à l'époque où il n'y avait pas encore le numérique n'était pas accessible à tous, c'était la télé. Et même les enfants de 1 an, 2 ans se levaient tôt le matin pour regarder les dessins animés. Ce qui était mauvais, ce que on interdisait aux parents, on les sensibilisait à arrêter de faire. Parce que l'enfant qui doit venir à l'école le matin à 7h30 ne peut pas passer 30 minutes devant la télé avant de venir à l'école. Il a le cerveau déjà complètement retourné. Il ne peut pas que se concentrer. L'exposition aux écrans provoque déjà, d'abord, le manque de concentration, provoque le manque d'exercice physique. Et du coup, l'individu qui, à la base, était fait pour être sociable, courir, sauter. L'enfant, c'est à la base ça. Il n'y a pas un seul enfant sur terre qui ne court pas, qui ne saute pas, qui ne gambade pas, qui ne fait pas. Maintenant, on le bloque. Il est assis matin au soir devant un écran. Il ne bouge pas. Ça, c'est extrêmement dangereux pour sa santé. Et quand il est là assis, la tendance, puisqu'il est assis et que le corps demande de l'énergie, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de bouffer des sucreries, de bouffer du n'importe quoi, avec des conséquences. Donc l'exposition aux écrans, que ce soit la télé, que ce soit les outils numériques, c'est toujours une mauvaise chose qui a des conséquences extrêmement néfastes sur le long terme, sur la santé physique et mentale de ces enfants-là qui vont devenir des adultes complètement déséquilibrés. Et là, on parle de la santé physique. Quand on parle de la santé mentale, ce sont des individus qui regardent des choses et qui pensent que ce qu'ils ont regardé là, ils peuvent aller le faire. Il va prendre un couteau, puis il va piquer quelqu'un pour voir si le sang va sortir. Et puis il va dire, bon, ok, reset, on reprend à zéro. Est-ce qu'on reset vrai, vrai de... Il a tellement fait jeu vidéo qu'il pense que dans la vraie vie, c'est comme ça. C'est-à-dire, ils vivent dans une bulle. Ils pensent que ce qu'ils voient dedans, là, c'est ça qui est la vérité. Sans oublier maintenant le retard de langage. Oui. Le retard de langage. Pour les tout petits, déjà, vous voyez ce qu'on disait, non? Déjà, il est obligé de réfléchir dans une langue qui n'est pas la sienne. Maintenant, on le met devant l'écran où maintenant, il va avoir du vocabulaire manquant. Je sais pas, voilà, ça dit, non, on est devenu des criminels pour nos enfants. On ne les aide pas. Ils vont devenir des adultes impossibles à vivre parce qu'il va très vite être sous émotion, il va se fâcher, mais il ne pourra pas dire ce qui l'énerve parce qu'il n'a pas suffisamment de vocabulaire. Et il va plutôt préférer la violence. Quels adultes préparons-nous? Quels adultes préparons-nous pas à nos enfants maintenant quand on les expose à tout ça? Voilà. Revenons aux risques dont vous avez parlé. Est-ce que les risques ne sont pas essentiellement dus au type de contenu qui sont soumis aux enfants? Si on a des contenus que je dirais divertissants, ludiques, est-ce que même si l'enfant reste exposé à l'écran, il n'apprend pas? Là, tu veux me faire ouvrir un chapitre dangereux. On est là pour ça, n'hésitez pas. Je pars en guerre contre l'obscénité et les paroles vulgaires dans les chansons de chez nous. Et ça, c'est une guerre que je commence à mener depuis le début de ce semestre, deuxième semestre de l'année. Les enfants qui sont exposés aux écrans, souvent n'ont pas le choix. Ils prennent tout. C'est-à-dire, ils n'ont pas le choix comment? Non, c'est plutôt moi qui me suis mal exprimé. Ils ont le choix, ils ont le libre choix. Et ils prennent tout.
Parce que c'est les parents qui sont absents. Et ils ne réglementent pas ce que l'enfant peut suivre ou peut voir. On achète un téléphone, tablette, un ordinateur, tout ce que tu veux. On ne code pas, on ne bloque pas, on ne sélectionne pas. Il y a la connexion Internet, va, fais. Le parent est parti, au moins il est concentré. Bye bye. Maintenant, que regarde l'enfant? Aujourd'hui, le business le plus juteux dans ce monde, après la pharmacie, là, c'est le sexe. Oh yeah. Mais allez voir, allez chercher un peu le chiffre d'affaires des entreprises qui sont derrière les sites pornographiques. C'est des gens qui brassent des millions. Que dis-je? Des milliards. Mais les sites pornographiques, là, quand je te dis qu'ils brassent des milliards, c'est qui les clients? Les consommateurs. C'est qui les clients? Et il y a des clients qui payent continuellement. C'est pour ça que ceux-là font des chiffres. Mais il y a une bonne partie des clients qui ont l'âge de nos enfants. Ah oui. Ils sont exposés. Ils sont là tout le temps. Parce qu'ils ne veulent pas que tu vois. Les enfants, ils sont... Nous tous, on a été enfants. Est-ce que ça ne relève pas d'un autre manque, le manque à l'éducation sexuelle? Petite parenthèse. Ça là, oui. C'est un autre chapitre. Ça. La communication dans la famille. Déjà, la communication, rien que ça va empêcher le parent de permettre à l'enfant d'avoir accès à un outil numérique connecté sans contrôle. Et même s'il doit y avoir, c'est qu'on va attendre l'âge qu'il faut et s'assurer que l'enfant a une certaine maturité pour ne pas oser faire certaines choses. Mais tant qu'il est tout petit, c'est même pas la peine. Parce qu'on communique là, tu causes avec l'enfant là, tu vois un peu comment il réfléchit là. C'est-à-dire, pour le parent qui réfléchit, c'est impensable, c'est inimaginable. C'est-à-dire, tu ne peux même pas penser à le laisser exposer à ça. Or, ce qui se passe, c'est ça. Comme on ne communique pas, comme on n'est pas là, on le laisse faire. Et l'enfant, quand il est là, il ne contrôle pas ce qui vient. Lui, il clique sur tout et il prend tout. Et à force de regarder, ça reste gravé dans la mémoire. J'ai surpris une fois mon fils, il avait quoi? Il avait 11 ans. Et il avait regardé pas mal de vidéos pornographiques. Je suis allé sur l'historique, oui. J'ai eu les alertes. Oui. Donc j'ai allé sur l'historique, je vois que... Ok, d'accord, on se calme. Je le fais sortir. On est dehors, on cause, on rigole, là, on prend un verre. Puis je dis, mais le site là, qui a vu ça? Il dit, que c'est un de ses amis qui lui a donné l'adresse, il est parti voir. Il dit, bon, est-ce que tu as vu, ça t'a plu? Il dit, ouais, c'est le truc des adultes là, mais bon, ok. Bon, est-ce que c'est bon? Il dit, oui, papa, je sais ce que tu vas dire, que c'est pas bon. Il dit, c'est pas juste que c'est pas bon. Est-ce que tu sais les conséquences qu'il y a derrière? Quand j'ai fini de lui expliquer, lui-même, quand il est revenu, il dit, je touche plus, je veux plus. Maintenant, mieux, il revient une semaine après, mon ami a refusé de m'écouter. Lui, il continue toujours d'aller voir. Il faut aller lui dire. 2 jours après, il y a l'autre ami, lui aussi, il est revenu avec ça. Il faut aller lui dire. Il dit, ouais, il y a quelqu'un qui a compris quelque chose. C'est-à-dire, eux, ils ne savent pas. Mais il y a des choses quand vos yeux tombent dessus, quand vous voyez, c'est un enregistrement mental qui fait effet de gravure indélébile, qui ne part plus. Or, à cet âge-là, l'enfant n'a pas besoin de ça. Et ça devient une distraction. Ça devient une telle distraction qu'il ne peut plus rester concentré sur les études. Et c'est une déviation mentale qui va le suivre pendant longtemps. Pour un garçon comme ça, à cet âge-là, lui, il ne s'en rend pas compte. Mais si je ne l'avais pas récupéré, il était bien parti pour devenir quelque chose d'autre. Devenir addict. Devenir carrément autre chose. Et après, maintenant, c'est les parents qui sont surpris. Mais je lui ai tout donné, je ne l'ai pas éduqué comme ça. Pourquoi c'est ça? Si ce n'est pas les bonbons, alors donc c'est le voisin, alors c'est ceci. Mon ami, il faut te calmer, c'est toi-même le problème. C'est toi le parent le problème. Maintenant, est-ce que là-bas, il ne revient pas peut-être aux parents qui mettent à la disposition des enfants les outils numériques de sélectionner ce que les enfants peuvent regarder? Parce que, petite histoire, je connais des parents, de jeunes parents qui ont de petits-enfants, qui, avant de sortir, téléchargent des vidéos, déconnectent la tablette et remettent
la tablette aux enfants avec peut-être une dizaine, une vingtaine de vidéos à regarder. Et c'est quand ils reviennent qu'on reconnecte la tablette. Et ça, encore, jusque-là, c'est la méthode la plus simple à faire. Selon l'âge, moi je préconise de ne pas donner tablette. Selon vous, à quel âge, quelle est la tranche d'âge à laquelle il ne faut pas donner? À la majorité. Jusqu'à 18 ans. Simple. Parce qu'avant cet âge-là, l'individu n'est pas encore considéré mature. Et tant qu'il n'a pas atteint la maturité, il y a des choix qu'il ne peut pas faire. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas compliquer ce qui est simple. Il ne faut pas. Par écran interposé, l'individu est exposé à tout. Tout. Oh, vous pensez que vous avez déconnecté Internet avant de quitter la maison? Vous connaissez les enfants d'aujourd'hui? Vous connaissez les enfants d'aujourd'hui? Mais ton téléphone que tu viens d'acheter, hein? La dernière fois, il y a une maman qui me dit, mais son téléphone, elle a acheté à cause d'eux. Elle est partie, elle s'est pas endettée, mais en tout cas, elle n'a jamais pensé à acheter un téléphone à ce prix-là. Mais elle est obligée. Elle est partie acheter un téléphone Gagogo avec empreinte digitale. Elle a apporté, elle a déposé. Elle dit, bon, maintenant là, aucun de vous ne va plus toucher mon téléphone. Parce que c'est empreinte, c'est mon empreinte. À son insu, son fils est venu, je rappelle, 9 ans. 9 ans. Le petit est venu, il a ajouté son empreinte à l'empreinte de maman pour déverrouiller le téléphone. Et puis le téléphone est là. C'est-à-dire, maman même, c'est-à-dire, elle connaît technologie, paramètres, vraiment. Donc, elle sait que son téléphone c'est empreinte. Point. C'est son empreinte. Point. Maintenant, son copropriétaire est venu ajouter son empreinte à son insu. Elle ne sait pas. Alors seulement. Non, c'est-à-dire, les enfants aujourd'hui ont cette, depuis toujours, c'est pas aujourd'hui, depuis toujours, l'enfance est l'âge où on a une certaine curiosité et on n'a pas de tabou, on n'a pas de frein. Donc on essaie tout et dès que ça marche, c'est bon, on y va. Et c'est la même chose avec les enfants d'aujourd'hui par rapport à la technologie, par rapport au numérique. Ils essayent, ça marche. Et ils ont une sorte d'intuition par rapport à ça. Et ils le font et puis ça marche. Et on est tous étonnés. Mais tant que l'enfant n'a pas atteint la majorité, ne les exposez pas aux écrans. Et s'il le faut, parce qu'aujourd'hui, oui, il y a des écoles, comme je reviens encore, je ne sais pas parler de moi, mais en tout cas, il y a des écoles scientifiques, où les enfants sont obligés de posséder un outil. Oui, voilà. Oui. Moi, je dis, je lui achète pas d'ordinateur portable. Non. Lui, là, je le connais, il va casser ça, ça va me faire une autre facture. Ordinateur desktop à la maison. Tu ne transportes pas. Ce qu'on t'a donné de faire aller à l'école, là, tu reviens, tu fais ça ici, je vois moi-même. Et c'est ce qu'il a. Et ça, là, c'est sous contrôle. Parce que tant que l'année scolaire n'est pas finie, il n'a pas droit. Il fait exercice et puis c'est fini. Point. Bye bye. Dès que je débranche l'ordinateur, je prends le câble et puis je m'en vais. Il n'y a pas à faire de Internet, connexion. Il y a des logiciels. Il y a des choses aujourd'hui qui permettent de contrôler tout ça à distance. J'avais déjà commencé avec ça. Mais comme je dis, les enfants sont curieux. Et ils sont assez forts. Mais si on s'aligne à ce que vous êtes en train de dire, les enfants sont curieux, c'est qu'à défaut de l'avoir à la maison, ils peuvent l'avoir ailleurs. Mais bien sûr. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et pourquoi ne pas leur donner à la maison et mieux encadrer? Il faut être là. Il faut communiquer avec lui. Il faut être là et suivre ce qu'il fait. Il faut être là et l'écouter. Il faut être là et lui permettre justement de venir vous poser des questions. Et ça, ce n'est pas gagné pour tous les parents. C'est ça le truc. On n'est pas là. Et on est tellement stressé qu'on n'écoute pas nos enfants. On ne les écoute pas. Et tout le mal vient de là. Vous avez des jeunes gens, vous avez des jeunes filles, là on est encore en période de vacances. Oui. Et vous avez les jeunes filles de 4e, 3e, seconde, première, principalement, qui, pendant toute l'année, il y en a qui traînent des impayés pour l'année dernière et qui cherchent à payer au moins la première tranche pour la rentrée qui vient. Elle n'a personne qui va l'aider. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, il n'y a personne. En temps, il y a le vieux tonton qui est toujours là derrière elle tous les soirs pour dire que ceci, que cela. À défaut d'options ou d'alternatives, et sans conseil, sans quelqu'un pour la guider, elle cède à la tentation. Elle cède à la tentation. Et quand on lui offre un iPhone, je ne sais pas quoi,
Par écran interposé, elle va répondre à tous ceux qui vont lui faire des avances. Si elle n'avait pas d'écran, est-ce qu'elle va répondre à tout ça là? Si elle avait quelqu'un qui l'écoutait, est-ce qu'elle va tomber? Est-ce qu'elle va succomber à cette tentation-là? C'est ça le truc en fait. C'est ça le truc. Et il y en a beaucoup. Donc les écrans, pour moi, quand on parle de la famille, de la parentalité, c'est les parents qui sont les premiers gardiens. C'est les parents qui doivent être le premier mur. On dit non. Tant que l'enfant n'a pas atteint, et même la majorité, là, il faut que l'enfant soit mature. Il peut atteindre la majorité, ça c'est mature. Il faut que l'enfant atteigne la majorité, soit mature, avant maintenant qu'on lui offre. C'est le parent qui offre, c'est pas quelqu'un qui vient offrir, c'est le parent qui offre. Il y a trop de choses qui tournent autour de cette histoire. Quand quelqu'un d'autre vient offrir, là, c'est avec ses conséquences. Ah, j'ai toujours dit ça à ma fille, personne ne va t'offrir quelque chose sans attendre quelque chose en retour. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit dans ce monde. Il y a que 2 hommes sur terre qui peuvent te faire des cadeaux sans rien attendre en retour. Moi, ton père et ton frère. À part ça, tous les autres hommes, quel que soit ce qu'ils t'ont offert, c'est qu'ils attendent quelque chose en retour. Bon alors, tu fais ton choix. Ah oui, c'est ça. Et ça, avec cette histoire d'écran-là, ça devient une vraie plaie. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes filles, c'est-à-dire, leur ambition topissime, c'est d'avoir de posséder un iPhone. Et ils sont prêts à tout pour ça. iPhone, là, tu fais quoi avec? De belles photos. Et c'est avec ça on gagne l'argent. Alors, bon, on constate qu'il y a déjà beaucoup d'enfants, de jeunes qui ont accès déjà au téléphone, aux outils numériques. Maintenant, pour eux, comment est-ce qu'il y a possibilité de trouver un équilibre entre ces outils-là et puis leur développement global? Comme je disais tantôt, l'équilibre passe d'abord, avant tout, pratiquement à 90% par la présence des parents. Il faut que le parent soit là, qu'il sache ce qui se passe et qu'il soit à l'écoute des enfants et qu'il observe le développement de l'enfant et qu'il régule, régule, c'est-à-dire qu'il soit au contrôle du volume horaire que l'enfant passe devant l'écran. À un moment donné, tu coupes. Oh, mon ami, lève-toi, va jouer au ballon, va courir, va faire vélo, va voir les gens, va causer avec les gens, va toucher les gens vrai là. Faut pas rester tout le temps sur l'écran. Oui, faut le faire sortir. Il y a même des parents qui aujourd'hui même sont hostiles au fait que les enfants aient des contacts avec, en griffe, des inconnus, des personnes du quartier. Voilà les vacances, inscrivez-les. Il y a une guirlande d'activités de vacances qui sont organisées en ville. Inscrivez-les à ces activités-là, qu'ils aillent rencontrer des gens, qu'ils aillent discuter avec des gens vrais, pas des gens numériques sur écran. On va dire non, mon fils, il parle anglais avec quelqu'un en Azerbaïdjan ou bien en Inde pour son jeu. Il n'a jamais vu la personne. Mais il faut lui faire parler avec des gens du quartier. Ils sont là, vrais, qui touchent les gens. C'est pas tout le monde qui est bonbon, c'est pas tout le monde qui va l'empoisonner, c'est pas tout le monde qui va le voler. Non. Il faut le faire toucher les gens du vrai. Et puis, d'ailleurs, l'enfant là, c'est en étant avec les gens qu'il saura quoi faire si jamais il rencontre quelqu'un qui est hostile ou bien quelqu'un qui lui veut du mal. Mais les enfants qui sont sur l'écran là, ils sont tellement bêtes, ils sont devenus tellement bêtes que eux-mêmes, il est là, on est en train de le transporter, et puis il est là, à regarder les gens. Non mais sérieusement quoi. Les parents qui, non, mon enfant ne doit pas faire ci, il doit pas faire ça, il doit pas... Oh, réveillez-vous. L'enfant là, il vit en société, il ne vit pas seul. Il n'est pas sur la lune, il est dans la société. Il va vivre dans la société. Il va avoir des amis. Les gens vont le voir comme ami. Il vit en groupe, il doit être en groupe. Il doit évoluer en étant avec les gens, en touchant les gens, en se frottant aux gens. Si l'enfant est en train de se taper avec quelqu'un, laisse-le se taper. Et tu lui dis, on t'a tapé, non, demain c'est toi qui dois taper. C'est tout. C'est pas amener l'enfant à être violent. Non, c'est lui apprendre à se défendre. Nous tous, on est passé par là. C'est ça qui nous a fait aujourd'hui. Bon alors, pourquoi empêcher les enfants de devenir des adultes équilibrés? Par écran là, ils deviennent bêtes. Je le dis, je le répète. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que si vous avez déjà des écrans, contrôlez les heures, contrôlez le volume horaire auquel l'enfant est exposé. À partir d'un certain temps là, il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à jouer ludo, il n'a qu'à jouer sipa, il n'a qu'à aller jouer au foot, il n'a qu'à faire vélo, il n'a qu'à aller à la natation, il n'a qu'à aller faire karaté ou bien je sais pas quoi. Il n'a qu'à sortir. Et puis après là, vous-même là, ramenez-le, restez avec lui, causez avec lui, éteignez tous les écrans. Vous-même, quittez TikTok, causez avec l'enfant, jouez ludo, jouez jeu d'échecs, jouez Scrabble, jouez au billes, soyez avec l'enfant, causez avec l'enfant en vrai, pour connaître ce qu'il a dans la tête.
Il y a des enfants qui sont pas écran, pas défaut, parce qu'ils n'ont aucune autre alternative, ils n'ont aucun autre choix. Papa n'est pas là. Mais quand tu lui demandes, il dit, je voudrais tellement que mon papa s'amuse avec moi. Mais papa est où? Papa est occupé. Papa est occupé. Alors, l'enfant là, c'est pas qu'il aime ça, mais il n'a pas le choix. C'est ce qu'il y a. Il va faire comment? Tout le monde naît avec un type d'intelligence. Il y a des gens qui sont nés avec... Regardez, il y a un enfant qui est né avec un type d'intelligence naturaliste. Le parent était venu et dit qu'il sent que son enfant s'éloigne de lui. Donc on a fait un certain travail et finalement il dit, mais vous avez un jardin à la maison. Essaie de créer un lien avec l'enfant en menant une activité avec lui. Et il dit, bon, ok, il va lui-même, il aime bien jardiner de temps en temps, donc il va l'appeler, ils vont essayer ça. Mais il a été surpris. C'est l'enfant qui le réveille maintenant tous les jours à 5 heures pour s'occuper du gazon et des fleurs. Parce que l'enfant s'est connecté à ça. Et ça dit pour lui, le moment qu'il passe là, avec son papa, ça vaut tout l'or du monde pour lui. Ça vaut tout l'or du monde pour lui. Et le papa se rend compte que l'enfant est encore plus doué. Il a une intelligence naturaliste extrêmement pointue. Il comprend ça tellement facilement, il le fait tellement... Et dès qu'il touche, ça marche, c'est bon. Et il le fait bien. Et du coup, il s'est rapproché encore plus de son enfant. Alors que c'est lui qui se plaignait que l'enfant était ci, l'enfant était ci, l'enfant était ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ça dit, il faut que les parents soient présents, beaucoup plus présents. Et ça, c'est une décision personnelle. Il faut laisser à faire de non, le boulot, mais les réunions associatives. C'est pour les enfants qu'on fait tout ça là. Trouvons le temps, organisons-nous, soyons aux côtés des enfants. Point. Moi, j'ai dit. Voilà, c'est ça. Les auditeurs ont bien retenu, mais bon, pour les personnes qui n'ont vraiment pas le temps, bien qui s'efforcent, mais n'arrivent pas, malgré tous les efforts, à passer des moments de qualité avec les enfants, comment est-ce qu'ils peuvent responsabiliser ces derniers lorsqu'ils les laissent avec les écrans? Il faut d'abord communiquer avec l'enfant et expliquer la situation à l'enfant. Voilà mon boulot, je travaille de telle heure à telle heure, je suis obligé d'être là. Et le temps que je revienne, ça ne me laisse pas du tout suffisamment de créneaux pour être avec toi. Je le voudrais vraiment. Je veux vraiment être avec toi. Mais je suis obligé d'être présent au boulot parce que c'est ça ce qui nous fait vivre. Donc, tu es contraint, obligé, toi aussi, de t'occuper en attendant. Mais on a le téléphone. De temps en temps, on peut se parler. Si tu as besoin de moi, tu me parles. Tu m'appelles. Tu me téléphones. Et on se parle. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. C'est une discussion à cœur ouvert avec l'enfant. Croyez-moi, l'enfant comprend. L'enfant comprend. Et quand c'est comme ça, il est sur l'écran, mais il aura toujours une pensée forte à son parent. Et dès qu'il a un souci, il va l'appeler au téléphone. Et croyez-moi, certains même, j'ai déjà vu des enfants qui vont rester éveillés. Enfin, éveillés, il va rester au salon, à somnoler, à attendre que papa revienne, parce qu'il veut qu'aujourd'hui, là, ça soit spécial pour papa. Il faut expliquer aux enfants. Vous savez que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de partir en mission, une fois encore. Expliquez-le lui. Ce n'est pas une histoire de cadeau. Mais dès que j'arrive, je te téléphone. Ou peut-être dimanche soir, quand je serai là-bas, dimanche soir, on va causer en vidéo, on va se parler. Toutes les choses que tu veux me dire, on va se parler. S'il y a tremblement de terre, l'enfant, il s'en fout. Dimanche soir, il va attendre le vidéo call là-bas. C'est ça qui est le plus important pour lui. Quand vous leur expliquez à cœur ouvert, il se connecte directement à ça. C'est ça ce qui est le plus important pour eux. Et c'est là où l'enfant ne va pas fuir. Si l'enfant a des problèmes, si l'enfant a des peines, si l'enfant a des chagrins, si l'enfant a des doutes, si l'enfant a des peurs, il viendra. Vous le dire. Et vous saurez quoi faire. Parce qu'il vient vous le dire là, c'est pour que vous l'aidez. Parce que c'est vous son parapluie. Vous saurez quoi faire à ce moment-là. Il ne faut pas juste l'aider, il ne faut pas juste le laisser dans les mains des écrans. Et ça gâte beaucoup de choses. Ça crée beaucoup de problèmes. Donc, c'est une histoire de communication franche et sincère. Il ne faut pas penser que les enfants ils sont trop petits, il ne va pas comprendre. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Les enfants de 8 ans qui regardent la télé avec des scènes érotiques et puis papa veut changer, il dit, pourquoi tu changes? C'est ce que vous faites, non? Nous tous on sait, non? Voilà ça. Nous avons parlé en grande partie de la responsabilité des parents par rapport à l'utilisation du numérique par leur enfant. Maintenant, parlons de l'État. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait à l'avenir mettre en place un cadre juridique pour protéger les mineurs en ligne?
Mais bien sûr, moi j'ai toujours milité pour justement un cadre juridique, un cadre légal qui permet d'abord aux écoles d'intégrer les cours, tout ce qui touche au numérique, à l'informatique, de l'intégrer dès le primaire, obligatoire. Donc il y a un volume horaire précis pour ça. Et quand l'enfant quitte l'école, il va à la maison, il n'a plus besoin d'en faire. C'est déjà fait à l'école. Il n'y a pas de devoir de maison sur l'écran qu'il va aller faire à la maison. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, ça fait que quand l'enfant rentre à la maison, il va voir ses parents. Pour l'écran là, il vient à l'école. C'est une alternative. Une première alternative. Oui. Deuxième alternative, à partir du collège, l'orientation devait permettre de sélectionner ceux qui sont doués, ceux qui ont une passion naturelle, un don naturel pour les métiers en lien avec le numérique. Et ceux-là, il faut commencer par développer justement certaines aptitudes clés en eux. Les premières aptitudes, c'est l'exercice physique. Ceux qui passent beaucoup de temps devant l'ordinateur dans un but professionnel doivent maintenir leur corps. Ah oui, parce qu'ils passent beaucoup de temps assis. La sédentarité est un problème. Voilà. Et pour être productif, il faut qu'il soit en bonne santé. Et donc, dès le départ, c'est dans ça qu'il faut le mettre. Il va aller faire numérique, programmation, cybersécurité, tout ce que tu veux là. Il n'a qu'à le courir. Il n'a qu'à transpirer. Il va savoir que c'est son premier atout, c'est son corps, de manière saine. Et puis maintenant, troisième niveau maintenant, pour ceux qui vont poursuivre après ce niveau, pour ceux qui vont rentrer vraiment dedans, il faut mettre les outils, les outils numériques, je ne vais pas dire gratuits, mais dans la liste des fournitures scolaires pour certains niveaux, déjà à partir du lycée. Donc les écoles doivent avoir, je ne sais pas comment je vais appeler ça, une salle logistique où il y a des tablettes. Et chaque élève inscrit doit avoir droit à une tablette où tous les cours sont enregistrés, que ce soit les textes, les vidéos, les audios, les graphes, tout ça, et peut-être connectés pour permettre que les cours puissent être, je ne sais pas comment il dit ça, en réseau, tout ça. Donc l'enseignant peut suivre l'évolution des uns et des autres de manière en temps réel. Okay? Donc, plus trop besoin d'aller copier, recopier, faire des photocopies, tout ça. Ça réduit les coûts et ça fait que les enfants, beaucoup maîtrisent déjà les outils informatiques sans être trop exposés. Ils l'utilisent à bon escient déjà dès le départ. Et ils n'ont pas à aller encore chercher autre chose. Parce que tout ce dont on parle là, c'est à Lomé. Hein? Parce qu'à l'intérieur du pays, ça c'est encore autre chose. Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent jusqu'au bac sans avoir au moins une fois touché quelque ordinateur que ce soit. Je me souviens de ce cas de cet étudiant qui voulait faire quelle filière? Il voulait faire une filière bizarre là. Et il a réussi à un concours pour aller au Maroc, à l'université au Maroc. Arrivé là-bas, souffrance qu'il a souffri là-bas. Tu étais digitalisé. Tout était digitalisé. Lui, il est arrivé avec ses gros cahiers, ses classeurs, tout ça. Mon ami, on ne disait pas ça ici. C'est ordinateur. Il fait comment pour allumer l'ordinateur? Il ne connaît pas, il n'a jamais fait. Il vient de l'intérieur du pays, il n'a jamais vu. Compliqué. Il fait comment pour se connecter, pour aller ouvrir son compte, pour se connecter au site, pour ouvrir un compte et pour suivre les cours. Et ça lui a pris du temps avant de pouvoir faire tout ça. Il est arrivé, mais il a perdu du temps. Il a accusé un retard. Beaucoup. Gros, très gros retard. Donc ce sont des réalités sur le terrain. Oui, on le dit, l'écran, quand les enfants y sont exposés de manière précoce, c'est mauvais, mais aujourd'hui, le monde professionnel nous impose d'être préparés, d'être outillés avant d'y arriver. Et donc, une certaine régulation dans le système éducatif voudrait, ce que nous recommandons, c'est qu'on intègre l'outil informatique, l'usage de l'outil informatique à différents niveaux, de manière saucissonnée, à différents niveaux, avec des objectifs très clairs dans le cursus scolaire, dans le parcours scolaire, pour que les enfants soient exposés et qu'ils puissent mieux maîtriser pour faire un meilleur usage dans et hors de l'école. Voilà. D'accord. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot à nos vacanciers, vacancières qui vont s'adonner à cœur joie à l'utilisation des outils numériques.
coach? Aujourd'hui, le truc le plus drôle que je regarde, c'est que beaucoup de jeunes, dès que tu leur poses une question, ChatGPT. Dès que tu leur poses une question, ChatGPT. Bon, c'est bien, hein? Maintenant, essayez d'utiliser ça de la meilleure manière. Aujourd'hui, jusqu'alors, je disais que YouTube et Google sont une mine d'or. Mais on se rend compte que YouTube et Google, là, c'est amusement. Mais là, les autres sont arrivés, ils sont encore au-dessus. L'Eldorado. Eldorado même. Maintenant, faites un usage intelligent de ça. Cherchez à acquérir du savoir et des compétences. Mettez les vacances à profit pour apprendre à faire quelque chose que vous allez maîtriser et que vous pouvez vendre. Personne sur Terre ne va vous donner de l'argent si vous ne savez rien faire. Personne sur Terre ne va vous payer si vous ne savez rien faire. Or, c'est le moment d'apprendre. La carte mondiale est en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui se passent et les choses sont en train de changer. C'est le moment de se positionner. Parce que ce qui va venir après, là, on ne sait pas encore. Donc les vacances, là, mettez ça à profit. Allez apprendre. Mettez les vacances à profit, apprenez. C'est sur ces mots du coach Kwame Bonan que nous allons mettre fin à cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. On se dit à très bientôt. À très bientôt, chers auditeurs, pour un autre numéro de Et nous. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.